Bienvenue à nouveau. Nous sommes rejoints aujourd'hui par Alex Kreiner, analyste de marché, trader, auteur et ancien gestionnaire de fonds spéculatifs. Merci beaucoup d'être revenu parmi nous. Toujours un plaisir de te rejoindre, Glenn. Merci pour l'invitation et salutations à ton public. Nous avons vu en mars 2023, alors que Xi Jinping quittait Moscou, il a dit à Poutine que des changements inédits depuis 100 ans étaient en marche. Et maintenant, près de 3 ans plus tard, le monde a déjà commencé à se transformer en profondeur. Mais si l'on prend un peu de recul et que l'on observe l'architecture géoéconomique mondiale dans son ensemble, à quoi pensez-vous que Xi Jinping faisait référence? Ou, plus généralement, qu'est-ce que vous voyez s'effondrer dans l'ancien ordre économique? Eh bien, je pense que nous avons connu 5 ou 6 siècles d'un ordre mondial entièrement eurocentré. Vous savez, l'Europe était le centre politique, diplomatique, culturel et économique du monde, en somme. Elle dictait en grande partie la politique au reste du monde. Elle a colonisé la majeure partie du reste du globe et s'est imposée sur les plans économiques et culturels. Elle se distinguait comme la cité brillante sur la colline. Tout le monde voulait être européen. Tout le monde voulait avoir de belles maisons et des bateaux dans les villes européennes, dans le sud de la France, et ainsi de suite. Je pense que cela perd maintenant de son éclat et que tout s'effondre, en grande partie à cause de l'establishment au pouvoir qui tire les ficelles en coulisses. À mon avis, plusieurs choses ont très mal tourné pour l'oligarchie européenne. Peut-être que la pandémie n'a pas été la première, mais c'était certainement une manœuvre très vaste et très significative par laquelle ils ont tenté d'imposer un nouveau niveau de contrôle sur les populations mondiales. Cela a échoué. Vous savez, le nouveau normal est arrivé. Nous étions censés vivre nos vies sous un système de permis qui devait au départ être conditionné à notre statut vaccinal. Mais bien sûr, une fois que vous créez ce système de permis et toute l'infrastructure qui le soutient, vous pouvez y introduire toutes sortes d'autres mesures susceptibles d'y être ajoutées. Et cela devait être contrôlé par des fermes de serveurs gérées par l'Union européenne. Et cela devait s'appliquer à tous les pays du monde, sous l'autorité de l'Organisation mondiale de la santé et de l'ONU. Et bien sûr, vous savez, toutes les nations impériales comme les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, l'Union européenne en général, tout le monde aurait dû se soumettre. Cela s'est effondré, donc ce fut un énorme revers. Ensuite, le prochain grand pari a été la guerre en Ukraine, qui, je pense, a toujours été très risquée, mais ils l'ont préparée du mieux qu'ils pouvaient. Ils allaient provoquer la Russie pour qu'elle intervienne en Ukraine. Cela devait devenir un bourbier pour la Russie. C'était censé avoir le même effet sur la Russie que l'Afghanistan avait eu sur l'Union soviétique. Très bien. Et puis, en plus de la guerre, la véritable guerre chaude, cinétique, ils ont préparé le plus vaste ensemble de sanctions jamais imposées à un pays dans toute l'histoire du monde. Cela devait briser l'économie russe et entraîner la chute du gouvernement de Vladimir Poutine, probablement en ramenant un gouvernement aligné sur l'Occident, peut-être comme Boris Eltsine ou un autre candidat. Et cela a également échoué. Alors que ça échouait, je pense qu'il y avait des plans B, C, D et ainsi de suite, avec tous ces autres conflits régionaux où ils voulaient créer un second front pour la Russie. L'un d'eux devait être la Géorgie. Cela a échoué. Je pense qu'ils ont beaucoup misé sur les Balkans. Pour l'instant, cela a échoué. Et cela a échoué en grande partie grâce à Donald Trump.
Ce n'est sur le radar de personne, c'est pas dans les actualités, mais je sais que c'est l'administration Trump qui a désamorcé cette poudrière. Ce qui est très significatif, car vous savez, la Première Guerre mondiale a éclaté dans les Balkans, et nous savons ce qui s'est passé. Nous avons eu une guerre absolument dévastatrice qui a duré plus de 4 ans et fait 40 millions de victimes sur le continent européen. C'est donc cela qu'ils voulaient rejouer. Je pense que le Moyen-Orient était censé devenir un vaste front, les puissances occidentales unies contre l'Iran, puis après l'Iran contre le Pakistan. C'est toujours dans la logique de l'impératif impérial visant à dominer le continent eurasien. Toutes ces manœuvres ont échoué les unes après les autres. Je pense que l'Europe s'est épuisée à poursuivre tout cela, mais elle n'a pas abandonné. Peut-être que l'un des derniers paris désespérés consiste simplement à contraindre les nations européennes à reprendre le conflit une fois que nous aurons épuisé le dernier ukrainien. C'est pourquoi nous voyons des préparatifs frénétiques de guerre en Finlande, en Roumanie, en Moldavie, en Allemagne et en France. Vous savez, le chef d'état-major des armées françaises dit au peuple français qu'il doit se préparer à la guerre, qu'il doit se préparer à sacrifier ses enfants. Mais il me semble qu'ils sont ici sur la défensive. Je pense que la dernière initiative que nous avons vue, le plan de paix en 28 points, non seulement entre l'Ukraine et la Russie, mais plus largement entre la Russie et l'Occident, menace de mettre le dernier clou dans le cercueil de leurs ambitions. Nous assistons donc à une lutte absolument frénétique pour éviter cette paix à tout prix. Mais la paix est soutenue par des acteurs très puissants, disposant d'atouts considérables, à savoir la Russie et les États-Unis. Et cela est combattu par des acteurs très faibles, sans aucune carte en main, car les Européens n'ont tout simplement pas la capacité économique, politique ou militaire de déclencher une guerre contre la Russie à ce stade. De plus, l'idée même est très impopulaire auprès de la population. Les dirigeants qui poussent à cette guerre sont tous profondément impopulaires dans leur propre pays, à savoir Starmer, Macron et Friedrich Merz. Et puis, il me semble que les Américains, l'administration Trump, exercent une pression croissante sur tous ces acteurs, y compris les Ukrainiens, avec ses enquêtes anticorruption, car ils contrôlent les 2 agences chargées d'enquêter sur la corruption en Ukraine. Je pense qu'ils ont les preuves et que l'affaire de détournement de 100 millions de dollars, qui a pratiquement fait éclater la coalition informelle des plus proches collaborateurs de Volodymyr Zelensky, n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il semble que nous parlions d'une corruption s'élevant à quelque part entre 50 et 100 milliards de dollars. Une grande partie de cet argent a été blanchi sur des comptes européens, notamment via l'Estonie. Et cela, à mon avis, exerce une forte pression sur les dirigeants européens. Nous avons donc de la panique et de la confusion, mais leur seul espoir d'éviter d'être anéantis par ce tsunami imminent est de maintenir la guerre et de l'intensifier jusqu'à en faire une sorte d'urgence massive. Pour le moment, il me semble qu'ils sont du côté des perdants. Je pense que la seule façon pour eux de renverser la situation serait quelque chose d'extraordinaire et de spectaculaire, comme une grande attaque sous faux drapeau et peut-être une escalade vers une guerre totale contre la Russie. Je pense qu'à ce stade, une attaque sous faux drapeau à grande échelle a été anticipée, non seulement par de nombreuses personnes dans les pays européens, mais aussi par leurs adversaires. Et j'ai entendu Martin Armstrong dire qu'il avait parlé avec des gens de l'administration Trump et qu'il leur avait dit qu'il préparait une attaque sous faux drapeau. Et ils ont répondu « Oui, nous le savons ». Donc j'imagine qu'il y a peut-être eu un avertissement de l'administration Trump, peut-être à Londres ou à d'autres,
capitales européennes, disant « N'osez pas organiser une attaque sous faux drapeau ». Nous savons ce que vous manigancez. Je pense qu'il y a une chance, en fait une bonne chance, que cette paix l'emporte, qu'elle s'installe. Et si c'est le cas, cela va entraîner des changements et des réformes très fondamentaux au sein de l'Union européenne. Je pense que la direction actuelle en Allemagne, en France et en Grande-Bretagne ne survivra probablement pas très longtemps. Et ensuite, vous savez, tous les partis bellicistes vont perdre leur argument, car une partie de cet accord de paix en 28 points prévoit que les Russes devront s'engager à ne pas attaquer d'autres pays après l'Ukraine. Et ils sont censés faire adopter une loi par leur législature pour le confirmer. Et si cela se produit, alors toutes ces personnes qui ne cessent de crier « les Russes arrivent, vont simplement perdre toute crédibilité et plus personne ne les croira. Il y aura donc une question à se poser. Pourquoi nous préparons-nous à cette guerre? Pourquoi semez-vous la peur et la psychose parmi la population si les Russes ont adopté une loi disant « nous n'irons pas plus loin à partir d'ici ». Et puis, il y aura aussi la question très controversée des avoirs russes gelés. J'ai déjà prédit, après le sommet d'Alaska en août, que cette question allait devenir un problème majeur pour les Européens, car pour moi, il est évident que les Russes vont transférer ces avoirs sous la garde des États-Unis. Je ne sais pas si ce sera la Réserve fédérale ou un fonds souverain américain, ou peut-être qu'ils créeront un nouveau fonds où les Américains et les Russes contribueront tous deux avec leurs actifs. On demande aux Européens d'y mettre 100 milliards de dollars. Ensuite, ces actifs seront déployés et investis avec la participation des Russes, plutôt que les Européens prennent le contrôle total et se contentent de présenter aux Russes un fait accompli. Devinez quoi? Nous avons utilisé votre argent. Et ensuite, ils ont bricolé une sorte de projet de réparation pour eux. Et ensuite, nous allons simplement les confisquer au titre de ces réparations. Avec le plan de paix actuel en 28 points, ce n'est pas ainsi que les choses vont se passer, ce qui signifie que les Européens vont perdre le contrôle de leur argent. Maintenant, si les Russes disaient « Veuillez transférer cet argent à tel ou tel fonds aux États-Unis », les Européens refuseraient. Mais si Trump dit « Faites ce qu'on vous dit », ils ne pourront pas refuser. Et je pense que cela va finalement conduire à la désintégration de l'Union européenne et de l'OTAN, ou à tout le moins à une réforme très approfondie de l'Union européenne. Concernant le scandale de corruption, la situation s'intensifie vraiment. Je ne sais pas si tu as suivi les nouvelles, mais ce matin, l'agence anticorruption d'Ukraine, le NABU, le Bureau national anticorruption d'Ukraine, perquisitionne le domicile du chef de cabinet de Zelensky, Andriy Yermak. Jusqu'à présent, il semblait à l'abri de toute conséquence ou exigence de transparence. Donc c'est un développement assez intéressant. Comment vois-tu cela? Est-il acquis que les États-Unis cherchent à s'éloigner un peu des Européens et à mettre fin à la guerre en Ukraine? Parce que, le 18 novembre, nous avons vu une frappe de TAC-MS sur une base aérienne située au cœur de la Russie, à environ 180 km de la frontière ukrainienne. C'était une attaque américaine contre la Russie, car il est impossible que ces missiles aient été lancés uniquement par les Ukrainiens. Et de la même manière, dans cet accord de paix, il continue de réduire le nombre de points. Mais nous voyons aussi des gens comme Marco Rubio essayer de l'orienter davantage vers la position européenne, qui est essentiellement une guerre sans fin. Alors, voyez-vous les luttes internes à Washington? Ils ne semblent plus avancer d'un même pas.
Eh bien non, ce n'est pas le cas. Mais vous savez, gardons à l'esprit que Trump est au pouvoir depuis, 10, 11 mois maintenant. C'est tout. Je ne pense pas que ce soit suffisant pour qu'il prenne un contrôle total de son administration. Il y a donc beaucoup de gens qui sont ouvertement ou secrètement opposés à ses politiques et qui chercheront des occasions de le saboter. Concernant les attaques MS qui volent vers la Russie, je ne pense pas qu'il soit possible d'arrêter cela du jour au lendemain, parce que vous savez, il y a du personnel militaire britannique, allemand et polonais sur place, aux commandes. Ce n'est pas entièrement contrôlé par les Américains. Une grande partie de l'armement américain est sous contrôle de l'OTAN, pas nécessairement sous contrôle direct des États-Unis. Je pense donc qu'il est possible que certaines unités ne soient pas directement sous le contrôle de Washington, mais plutôt sous celui de l'OTAN. Et il se peut aussi, je vais un peu spéculer ici, que les Russes eux-mêmes ne souhaitent pas nécessairement que la guerre s'arrête aujourd'hui, parce qu'ils sont en train de gagner. Soit les Ukrainiens devraient effectuer un retrait massif du Donbass et de Zaporizhia, soit les Russes veulent continuer à se battre parce que, pour eux, les gains territoriaux ne sont pas la priorité. Leur priorité est de détruire les forces ennemies afin que l'Ukraine se retrouve sans armée, avec un système militaire brisé, largement désarmé. Ainsi, disons que cette guerre d'intensité relativement faible peut, d'une certaine manière, leur convenir stratégiquement à long terme, c'est-à-dire maintenir les Ukrainiens dans le combat. Still fighting. We've also seen that there's a lot of opposition to this peace. Nous avons également constaté qu'il y a beaucoup d'opposition à cette paix aux États-Unis. Tout à coup, on assiste à un déferlement de politiciens et de médias attaquant Trump. On voit une sorte de désunion se former, car, d'après ce que j'ai compris, une fois le plan en 28 points publié, négocié entre l'émissaire personnel de Trump, Steve Witkoff, et ses homologues russes en particulier, bon, le nom de l'homme m'échappe, mais une fois cette grosse et 28 points établis, Rubio a élaboré un autre plan avec Zelensky et les Ukrainiens. With Zelensky, with the Ukrainians. And this is why we had two different versions. Et c'est pour cela que nous avions deux versions différentes. Il semble que ce n'était pas le plan de Trump. C'était Rubio qui menait peut-être un processus de négociation non autorisé pour compliquer les choses pour Trump et affaiblir le plan de paix initial. Ensuite, Mitch McConnell et Lindsey Graham sont sortis pour critiquer Trump à propos de l'accord de paix, disant que c'était une terrible mise en scène. Puis les médias américains se sont retournés contre Trump avec toutes sortes d'arguments, que c'était une capitulation face à Vladimir Poutine, aux Russes, que cela offrait aux Russes tout ce qu'ils voulaient. Ensuite, nous avons vu ABC, je crois que c'était hier, publier une histoire sur le déclin physique et cognitif de Trump. Vous savez, ils ont dit quelque chose comme « Oh, Trump a décliné de 39%. » Imaginez ça, pas 38, pas 37, mais 39%. Je ne sais pas, peut-être qu'on est censé être impressionné par le déclin de Trump, scientifiquement quantifié, afin que nous puissions commencer à mesurer à quelle vitesse il est censé décliner. Mais évidemment, tout cela est une réaction au plan de paix, car il existe des factions très puissantes en Europe, ainsi que leurs homologues aux États-Unis, qui veulent que la guerre continue, et même qu'elle s'intensifie. Et maintenant, ils paniquent à l'idée que la paix puisse réellement éclater. Pour répondre à votre question sur le fait de savoir si l'administration Trump va s'écarter un peu des Européens, je pense qu'il s'agit d'une divergence totale. On ne peut pas s'écarter un peu. C'est l'un ou l'autre. Soit vous êtes avec eux, soit vous êtes contre eux. Car il a toujours été question d'un choix entre deux systèmes de gouvernance économique,
politique et géopolitique. L'un est le système impérial, qui cherche à transformer chaque autre pays en colonie, et l'autre est le système des nations souveraines, qui se concentre sur le développement économique interne. On ne peut pas être à mi-chemin entre les deux. You can be halfway between one and the other. You can be a little bit imperialistic, but focus on. On peut être un peu impérialiste tout en se concentrant sur le développement intérieur. Je pense donc que Trump doit rompre avec cela, et je crois qu'il essaye de le faire. Mais évidemment, les personnes qui ont le plus profité du système impérial de libre-échange sont aujourd'hui les plus puissantes des États-Unis, et elles se rendent compte que leurs privilèges sont sur le point de leur être retirés. Il va donc y avoir une énorme réaction à cela. Mais je pense que ce qu'a dit Xi Jinping reflète exactement ce type de changement. Il est clair depuis très longtemps que le système impérial occidental n'a une chance de survie que si les États-Unis sont à leur côté. Si les États-Unis sont de leur côté. Si les États-Unis, en revanche, rejoignent, vous savez, les intégrations multipolaires et se concentrent sur le développement interne, en créant un marché protégé et en imposant des droits de douane sur les importations étrangères, alors tout leur système impérial s'effondre en quelque sorte. Et je pense qu'un élément essentiel de cette solution est la paix en Ukraine et la création d'une nouvelle architecture de sécurité en Europe. J'aimerais raconter l'histoire de la Bosnie-Herzégovine. Peut-être en avons-nous déjà parlé, mais je pense que c'est très important, car la Bosnie-Herzégovine, comme je l'ai mentionné il y a quelques minutes, était en train d'être préparée comme l'un des nouveaux fronts de la guerre de l'Occident contre la Russie. Et cela a été désamorcé maintenant, principalement par l'administration Trump, mais aussi en coopération avec les Russes, car ce qui allait déclencher le conflit était le suivant. La Bosnie-Herzégovine se compose de deux entités principales. L'une est l'entité serbe appelée Republika Srpska, et l'autre est la fédération, qui comprend 10 cantons à majorité croate ou musulmane. Au cours des 2 ou 3 dernières années, les provocations contre les Serbes se sont intensifiées au point que cet automne, les Serbes de Bosnie devaient organiser un référendum sur la sécession de la Bosnie, pour créer un nouveau pays distinct et probablement ensuite rejoindre la Serbie dans un avenir proche. Et cela devait largement provoquer un conflit entre la Republika Srpska et le gouvernement fédéral de Sarajevo. Si cela se produisait, la Serbie serait presque certainement entraînée dans le conflit, et la Croatie le serait également. La Croatie étant membre de l'OTAN, il est très probable que l'OTAN s'impliquerait aussi. On se retrouverait alors avec l'OTAN contre la Serbie et la Republika Srpska dans une véritable guerre ouverte. La Russie ne pourrait pas rester neutre et se ouvrirait un second front. Et puis vous savez, si les mêmes dynamiques s'étaient reproduites que pendant la Première Guerre mondiale, on aurait eu une guerre européenne générale, en gros la Troisième Guerre mondiale, sur le continent européen. Ce que les Russes ont fait, c'est exercer leur influence auprès des Serbes pour dire à Milorad Dodik, le président de la Republika Srpska, il n'est plus président aujourd'hui mais il l'était à l'époque, de bien vouloir rester dans le cadre des accords de Dayton qui ont mis fin à la guerre en Bosnie-Herzégovine en 1995 et établi la nouvelle nation. Ils lui ont dit « Restez, s'il vous plaît, dans le cadre de Dayton et ne tenez pas votre référendum. » Et les Serbes ont répondu « D'accord, très bien. » Ensuite, l'administration Trump a apparemment pris le relais à Sarajevo, car jusqu'à cette administration, les Britanniques. Et ce sont les Britanniques qui ont en quelque sorte provoqué l'escalade vers une nouvelle guerre.
J'ai parlé il y a 3 semaines avec un membre du gouvernement de la Republika Srpska et il m'a dit que les choses s'étaient calmées depuis l'arrivée de Trump au pouvoir, que la situation était comme le jour et la nuit, vous savez, avant Trump et avec Trump au pouvoir. Et d'un politicien serbe, le retour était que c'est comme vivre sur une autre planète. Nous avons donc assisté à un changement complet dans un pays qui est en réalité une poudrière au cœur de l'Europe, un pays qui était délibérément préparé à exploser en guerre, vous savez, eh bien, alors que nous arrivons à la fin du dernier Ukrainien, créer un nouveau front de guerre et y entraîner la Russie. D'une certaine manière, la coopération entre la Russie et les États-Unis a permis de préserver la paix dans les Balkans. On n'en parle pas dans les médias, mais c'est une histoire bien réelle et très importante, car, vous savez, nous savons comment la Première Guerre mondiale a commencé. Pour l'instant, cela a été évité. Et je suppose que cette coopération entre les Russes et les Américains pourrait, de la même façon, nous conduire à la paix en Ukraine, ainsi qu'à une nouvelle architecture de sécurité où la guerre ne s'intensifierait plus à partir de maintenant. Je trouve tout cela très, très encourageant. Et je suppose que les Chinois y participent d'une certaine manière, car ils contribuent eux aussi à définir la nouvelle architecture de sécurité du continent eurasien. C'est peut-être à cela que faisait référence Xi Jinping. And maybe this is what Xi Jinping was referring to. And let's not forget, not so long ago, just a few weeks ago, Et n'oublions pas qu'il n'y a pas si longtemps, il y a seulement quelques semaines, Trump lui-même a publié quelque chose sur son Truth Social. Cela paraissait assez mystérieux à l'époque. Il a dit quelque chose comme « Rien ne peut arrêter ce qui arrive. Tout sera révélé très bientôt » ou quelque chose dans ce genre, pas exactement ces mots, mais il a clairement affirmé que rien ne pouvait arrêter ce qui arrive. Nous ne savons pas de quoi il s'agit, mais il se pourrait bien que ce soit cela. La pression pour mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, et y mettre fin d'une manière qui éteigne la flamme de la guerre pour l'ensemble de l'Europe. Car si une telle paix était signée, je ne pense pas qu'aucune nation européenne oserait tenter de provoquer une escalade du conflit. Je suis content que vous ayez évoqué la Chine, car, encore une fois, ce sont des changements jamais vus depuis 100 ans, étaient les mots de Xi Jinping. Ce n'est donc pas seulement qu'un observateur sérieux peut constater que l'architecture de sécurité centrée sur l'Occident est non seulement en déclin, mais qu'elle s'effondre. Cela inclut le leadership technologique, la domination industrielle, le contrôle des principaux corridors de transport physique, des devises et des banques. Et bien sûr, où se trouve la puissance productive? Qui détient l'épargne? Peu importe les variables que l'on examine, économiques ou autres, on voit que tout se désagrège. Nous voyons aussi comment cela se manifeste dans la finance, à travers l'instabilité sociale et économique. Mais je suppose que Xi Jinping, dans son esprit, avait également une idée de ce qui allait remplacer cet ordre. Alors, selon vous, qu'observez-vous en termes d'architecture économique? À quoi pensez-vous qu'il fait référence? Qu'est-ce qui est en train de prendre la relève maintenant que nous voyons en somme ce dont il parlait il y a moins de 3 ans commencer à se concrétiser? Eh bien, lorsque vous comparez ces deux systèmes, le système britannique de libre-échange, où les biens et les capitaux circulent partout dans le monde sans le moindre obstacle, sans droit de douane ni impôt, et un système d'économie nationale productive, c'est-à-dire le système américain, vous constatez que le système du libre-échange ouvert engendre en réalité la misère partout dans le monde et une guerre permanente, n'est-ce pas? Le contraste est évident lorsque l'on observe le développement de l'économie chinoise qui a effectivement appliqué le système américain. Et on peut le voir à travers l'histoire. Au cours des 200 dernières années, les États-Unis ont appliqué le système américain au XIXe siècle, ce qui les a transformés d'un ensemble de colonies arriérées
en la première superpuissance mondiale. a patchwork of backwards colonies into a world's leading superpower. The Russians have applied their own version of the. Les Russes ont appliqué leur propre version du système américain. Et aussi, vous savez, à la fin des années 1990, la Russie était un véritable désastre total. Aujourd'hui, à nouveau, c'est une superpuissance avec laquelle il faut compter. En termes de parité de pouvoir d'achat, c'est la 4e économie mondiale. Les Allemands ont appliqué le système américain à partir des années 1870 et ils sont devenus l'économie la plus puissante du monde. Non seulement ils ont connu une croissance démographique endogène, parce que, vous savez, à mesure que les gens devenaient plus prospères, avaient de meilleurs emplois, un niveau de vie plus élevé et de meilleures perspectives de carrière, la population a augmenté sans immigration majeure, passant de 40 millions en 1870 à 60 millions au début de la Première Guerre mondiale. Et donc je pense qu'une fois que ce vieux système colonial, l'équilibre des puissances que les Britanniques ont exercé pendant les 2 ou 3 derniers siècles, la guerre constante, je pense qu'une fois que tout cela se sera calmé, une fois que ce sera terminé, nous verrons des cas similaires à ceux que je viens de mentionner. La Chine, l'Allemagne, les États-Unis, la Russie. On verra cela partout dans le monde. Les Chinois ont sorti 850 millions de leurs citoyens de la pauvreté. Le développement qu'ils poursuivent à l'égard du Sud global produit le même effet là-bas. Je crois que l'an dernier, ou en 2023, je ne me souviens plus, quelque chose comme 250 millions de nouveaux, disons, consommateurs aisés ont été ajoutés à l'économie mondiale. Quote-unquote affluent consumers were being added to the global economy. And I think, speaking off the top of my head, but there's like a... Et je pense, je parle un peu à brûle pour point, mais il existe un certain seuil, peut-être autour de $5,000 par an. C'est la définition d'un consommateur aisé. Donc si une personne gagne $5,000 par an, elle entre dans cette catégorie. Et rien qu'en une année, environ 200 millions d'entre eux ont été ajoutés aux marchés mondiaux. Donc vous voyez, cela signifie qu'il y a des centaines de millions, voire plusieurs milliards de consommateurs aisés sur le marché mondial, ce qui en fait un terrain très fertile pour le développement économique partout. Parce que si vous êtes entrepreneur, si vous produisez un bien ou un service, il existe un immense, colossal marché où vous pouvez essayer de le vendre. There's a huge colossal market out there where you can try to sell it. And with the development of new payment methods and Et avec le développement de nouveaux moyens de paiement, lorsque les gens se libéreront des chaînes du contrôle financier occidental, SWIFT et tout le reste, il y aura beaucoup moins d'obstacles. Il y aura peut-être encore des droits de douane, peut-être, mais tout acteur de ce jeu économique mondial disposera d'un immense marché où il pourra développer son activité. Je pense donc que l'avenir promet un tout nouveau niveau de prospérité que nous n'avons pas vraiment connu au cours des derniers siècles, et peut-être une architecture qui protège une paix durable plutôt que de vivre dans des guerres permanentes. Oui, je pense qu'après toute la rivalité de la guerre froide entre le capitalisme et le communisme, les gens considèrent l'alternative au libre-échange comme étant essentiellement le communisme. Ils n'ont que ces deux options, et on l'oublie souvent. Aux États-Unis aussi, il était courant de parler de l'impérialisme du libre-échange britannique. L'alternative au libre-échange, c'était le commerce équitable, qui s'appuyait sur beaucoup de ces idées nationalistes économiques. J'ai trouvé ça très intéressant. Trump a beaucoup utilisé ce mot, surtout pendant son premier mandat, commerce équitable. Pour quelqu'un qui s'intéresse un peu à l'usage des tarifs douaniers et au système américain, je ne pense pas que ce soit aller trop loin. Permettez-moi de poser une dernière question. Bien sûr, l'architecture de sécurité en Europe est dans une large mesure à l'origine de cette guerre. Mais en même temps, il y a de nombreux intérêts économiques en jeu.
Comme vous l'avez dit, les systèmes économiques en Europe et aux États-Unis commencent à vaciller. Nous avons des personnes comme l'ancien ministre de l'économie allemand qui affirme que tout le lithium du Donbass devrait réellement servir à alimenter nos économies vertes et non aller aux Russes. Ce genre de choses. Mais dans l'ensemble, quelles sont, selon vous, les principales conséquences économiques de la manière dont cette guerre se terminera en termes d'avantages pour les États-Unis, les Européens ou les Russes? Parce qu'en regardant le plan de paix de Trump, je n'ai pas pu m'empêcher d'y voir beaucoup d'avantages économiques pour les États-Unis. Oui, je pense que tu as raison à ce sujet. Je pense que les États-Unis vont probablement être impliqués dans tous les développements, pas seulement en Ukraine. Dans le plan de paix en 28 points, il est explicitement mentionné que le fonds de reconstruction pour l'Ukraine serait utilisé pour des investissements plus larges dans la région et qu'il servirait à approfondir la coopération bilatérale. Cela ne précise pas exactement ce que cela signifie. Mais il est assez clair que la coopération évoquée est celle entre la Russie et les États-Unis. Cela offre donc aux États-Unis de nombreuses opportunités pour développer leur économie. Je pense que les personnes qui sont vraiment en difficulté, ce sont les Européens, car ils ont pratiquement commis un suicide économique. Ils s'accrochent encore aux conséquences de cela et veulent en rajouter une couche. Je pense que ce qui va se passer, c'est que, comme ils misaient tout sur une victoire en Ukraine, ils avaient les yeux non seulement sur les avoirs russes gelés, mais aussi sur une richesse estimée entre 10 et 12 billions de dollars en ressources naturelles ukrainiennes. Nous savons que, je crois en janvier de cette année, Keir Starmer s'est rendu à Kiev et a signé un accord secret avec les Ukrainiens qui donnerait à la Grande-Bretagne le contrôle de secteurs clés de l'infrastructure ukrainienne, comme la production d'énergie, les ports et certaines ressources énergétiques, entre autres. Nous ne savons pas exactement ce qu'il contient, car c'est secret, mais je pense qu'ils vont perdre l'accès à ces choses et qu'ils vont se retrouver, eh bien, il manque déjà de garanties, n'est-ce pas? Et maintenant, ce sera encore pire, parce qu'ils ne vont pas mettre la main sur les ressources ukrainiennes, et ils ne pourront pas conserver les avoirs russes gelés. Ils n'ont donc plus de bonnes garanties pour alimenter un nouveau cycle de crédit, ce qui signifie qu'il faut utiliser des garanties de plus en plus médiocres pour créer de la liquidité financière et empêcher les marchés de s'arrêter complètement. En gros, on retrouve le même syndrome que nous avons observé dans tant de pays à travers le monde par le passé, où ils se lancent simplement dans l'impression de monnaie sans aucune contrepartie réelle. Et cela conduit inévitablement à la stagflation. L'économie reste stagnante, tandis que l'inflation devient incontrôlable et atteint parfois des niveaux d'hyperinflation. Je pense donc que la conséquence économique sera la stagnation pour l'Europe et l'effondrement de l'euro, l'effondrement de la livre sterling et probablement l'effondrement de leur marché obligataire. Vous savez, la valeur de leurs obligations va s'effondrer, ce qui signifie que les taux d'intérêt vont s'envoler. Je ne sais pas à quel niveau, mais je ne serais pas surpris que dans les 5 prochaines années, nous voyions les taux d'intérêt atteindre 15 ou 20% en Europe et en Grande-Bretagne. Je pense que, vous savez, affirmer que les Russes vont marcher sur Paris est bon pour la propagande et les gros titres. Mais derrière toute cette rhétorique délirante, je crois qu'il y a des intérêts économiques qui alimentent réellement une grande partie de la réticence à se retirer de cette guerre. Oui, absolument. Non, il n'y a aucun doute là-dessus. Ça a toujours été comme ça. Je veux dire, vous savez,
toute cette idée selon laquelle les Européens seraient obsédés par la démocratie, la liberté et les droits de l'homme. Ce n'est qu'un prétexte, un emballage autour de tout le projet pour le rendre acceptable au public, n'est-ce pas? Parce que si vous leur dites « Oh, regardez, ces méchants Russes, ils ont envahi l'Ukraine de manière totalement non provoquée. Ce sont les agresseurs, et nous voulons défendre la liberté et la démocratie ukrainienne. Nous voulons préserver l'Ukraine comme une nation démocratique indépendante. » Bla bla bla. Vous savez, cela influence beaucoup l'opinion publique, à sympathiser avec l'Ukraine, à s'opposer à l'action russe et à soutenir leur gouvernement dans leurs, vous savez, leurs mesures. Si les gens savaient qu'il s'agissait de ressources, de garanties, de la colonisation de l'Ukraine, ce qui était l'idée dès le départ. Déjà, vous savez, si vous lisez l'accord d'adhésion à l'Union Européenne que Viktor Yanukovych a refusé de signer tel quel, c'était pratiquement une reddition complète à Bruxelles. Cela aurait littéralement transformé l'Ukraine en colonie de l'Europe occidentale. Ils auraient perdu, vous savez, il y avait environ 1 millier de pages de directives européennes que les Ukrainiens auraient dû appliquer sans poser de questions, sans aucune marge de manœuvre. Non seulement cela, mais ils s'engageraient à appliquer toutes les futures directives de l'Union Européenne, même s'ils n'auraient aucun mot à dire sur le contenu de ces directives. Cela transformerait littéralement l'Ukraine en colonie de l'Union européenne. Et c'est toujours l'idée. Mais si vous disiez cela au public, ce serait inacceptable. Il faut donc parler des droits de l'homme, de la paix, de la démocratie, de la liberté et de choses de ce genre. Mais il ne s'agit jamais de cela. Je veux dire des personnes comme Ursula von der Leyen, Friedrich Merz et Emmanuel Macron. On voit bien à quel point ils respectent les droits de l'homme et la démocratie dans leur propre pays. Si les gens choisissent le mauvais candidat, eh bien vous savez, on les attaque avec des manœuvres judiciaires. Ils trouvent des moyens d'annuler leurs élections. Et vous savez, nous avons eu en République tchèque un nouveau gouvernement qui a été élu. Eh bien, il n'est toujours pas au pouvoir. On ne lui a toujours pas attribué les postes ministériels pour réellement diriger le pays, sous toute une série de prétextes, d'excuses, de justifications. Mais, vous savez, les gens ont choisi un nouveau gouvernement, et l'ancien est toujours en place. Un peu comme en France, un peu comme en France, un peu comme en Allemagne, un peu comme en Roumanie, un peu comme partout, en fait. Voilà donc le respect qu'ils ont pour la démocratie. Il est donc clair qu'ils ne défendent pas la démocratie en Ukraine. Oui. Eh bien, pour tous les auditeurs, je recommanderais de revenir en arrière et d'examiner l'accord proposé que l'UE offrait à l'Ukraine en novembre 2013. Parce que lorsque les Russes s'y sont opposés, et même lorsque Yanukovych s'y est opposé, on le présentait comme un simple accord commercial avec quelques échanges d'étudiants. Mais si on l'examine de près, il inclut des aspects militaires et de sécurité. En somme, une externalisation de la politique étrangère vers l'Union européenne. C'était donc un document très intéressant. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup d'avoir pris le temps, comme toujours. Plaisir, Glenn. Heureux d'être avec vous. Passez un bon week-end et à la prochaine.